Mon plaisir d'introduire aujourd'hui notre conférencier, donc Hugues Roscrelus, qui est directeur de recherche à l'Institut de biologie de l'École normale supérieure de Paris et qui est coporteur avec Patrick Winker du CEA, qui n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui, d'un projet national qui s'appelle Atlassi et dont l'objectif est d'analyser la diversité marine à travers des approches génomiques. Alors Hugues vous en parlera plus en détail, il vous expliquera un peu plus à quoi ça correspond. Et je vais justement le laisser présenter ce projet qui fait intervenir donc, le CNRS, le CEA et plein d'autres partenaires qui vont vous être présentés. Voilà, merci Hugues d'être ici ce soir, c'est à toi. Merci Stéphanie, merci à l'association de m'accueillir ce soir pour vous présenter ce projet qui fait entre autres intervenir la station marine de Banyuls, donc l'Institut océanologique de Banyuls. Alors, on va jongler un petit peu entre ma présentation et les vidéos que vous avez peut-être vues tout à l'heure, pour vous présenter un petit peu comment tout ça fonctionne. Donc, d'abord un rappel, peut-être que si vous avez assisté à d'autres conférences ici, vous êtes déjà familier avec le concept d'ADN, de génome, mais je vais quand même faire un petit rappel pour que tout le monde soit à peu près aligné sur le sujet principal de ce dont je vais parler. Donc le génome, on en a tous un, humain, qui soyons ici dans cette salle, à peu près le même. Il y a 1 pour 1000 parties du génome qui sont différentes entre les différentes personnes ici, si vous n'êtes pas liés par des liens familiaux. Et on en a un génome, une copie par cellule. Donc le petit cercle marron là-haut, c'est une cellule du corps humain. Et à l'intérieur de la cellule, il y a un noyau, la petite partie jaune, et le noyau contient les chromosomes. Voici un chromosome. Et chaque chromosome, c'est une longue molécule d'ADN. La somme de tous les chromosomes qu'on a dans notre génome fait environ entre 1 mètre et 2 mètres selon les espèces. Et si on déroule donc le chromosome par un bout, on a cette fameuse double hélice dont vous avez tous entendu parler, qui est le 2 brins d'ADN enroulés les uns entre des autres. Et donc, quand on parle de séquencer un génome, on parle d'essayer de lire cette séquence d'ADN. Donc elle est représentée ici, vous voyez les petits barreaux d'échelle, ici ce sont des bases, c'est un terme chimique qui décrit cette partie-là de la molécule d'ADN. Et l'ADN est composé de 4 bases, adénine, thymine, guanine, cytosine. Et on les surnomme ATCG. Donc, quand on veut séquencer l'ADN d'un génome, nous, ce qu'on veut faire, ça équivaut à dire on veut le lire. C'est-à-dire qu'on veut avoir le texte correspondant à la succession des bases, donc des 4 lettres ATCG, qui se succèdent le long des chromosomes dans chaque cellule d'un organisme. Sachant qu'évidemment, peu ou prou, toutes les cellules de l'organisme contiennent le même génome. Donc, pour le génome humain, ce texte, cette succession de bases, c'est environ 3 milliards. On a 3 milliards de bases qui constituent notre génome. Et selon les organismes, encore une fois, ça peut être quelques dizaines de millions ou quelques dizaines de milliards. Nous, on est un génome parmi toute la biodiversité, on a 3 milliards. Le chiffre lui-même n'a pas beaucoup d'intérêt, mais ce qui nous intéresse, nous, c'est d'avoir cette information qui constitue l'ensemble des bases du génome. Alors, tout le projet Atlassi dont je vais vous parler consiste à prélever des organismes, alors en l'occurrence marins, et de lire cette séquence d'ADN et d'avoir le résultat final qui ressemble à ça. Donc c'est un peu sobre et rébarbatif, mais il faut bien comprendre que c'est ça le résultat qu'on attend pour chacune des espèces que l'on va séquencer. C'est un texte comme ça d'ADN qui s'enfile sur les ordinateurs les uns après les autres, enfin, les pages après pages, sur donc des millions, dizaines de millions, centaines de millions, milliers de millions, milliards de bases comme ça qui se succèdent. Alors, donc séquencer, ça veut dire lire cette séquence. Ça ne veut pas dire la comprendre. C'est quand on séquence, on arrive à lire le texte, et ni vous ni moi sommes capables de comprendre ce texte tel qu'il est là. Mais c'est là où il y a toute l'information codée pour en fait, faire fonctionner un organisme. C'est-à-dire à partir d'une cellule initiale fécondée entre un ovule et un spermatozoïde, on a un génome qui est nouvellement constitué et qui va donner naissance à un organisme complet juste avec les instructions qui sont codées dans ce génome. Et une fois que l'organisme
devient autonome, adulte, eh bien, il va interagir avec l'environnement et le génome va fonctionner dans toutes les cellules pour réagir à cet environnement, se nourrir, se reproduire, combattre les pathogènes, tenter d'échapper à un prédateur. Toutes ces fonctions sont codées par des gènes qui sont dans ce génome. Alors j'ai prononcé le mot gène. Qu'est-ce que c'est qu'un gène? Un gène, ça va être une partie du texte, une phrase quelque part cachée là-dedans. Alors il n'y a pas de ponctuation, il n'y a pas d'espace entre les mots. Mais à un moment donné, par exemple, à partir de ce CTA qui est là, peut-être sur 4 ou 5 lignes, il va y avoir un gène. Et puis après, il n'y aura plus rien. Et puis un peu plus loin, il y aura un autre gène. Et ainsi, on a quelques dizaines de milliers de gènes dans un génome, typiquement. Chez nous, vous avez peut-être une idée de combien de gènes nous avons. Je ne sais pas si quelqu'un a une idée, un ordre de grandeur, oui. 27 000. Un peu moins, une vingtaine de 20 000. Juste en dessous de 20 000. Le dernier compte, c'était 19 981, et ça change, on en trouve un peu plus. Parfois, il y en a qu'on enlève parce que c'était une erreur, mais c'est environ 20 000 gènes. Et puis, à peu près tous les vertébrés sur Terre, la mer, ont environ 20 000 gènes aussi, sauf les poissons qui en ont un peu plus, parce qu'ils ont doublé leur génome à un moment donné au cours de l'évolution. Mais un mollusque ou une araignée de mer ou une algue vont avoir différents nombres de gènes, mais quelques milliers en général. Voilà. C'est ce qui permet à un organisme de fonctionner. Donc, après avoir séquencé le génome, l'étape suivante, c'est évidemment de trouver les gènes. Ça, c'est une autre étape qui est très compliquée. Et puis ensuite, on veut analyser le génome, souvent en comparant les espèces entre elles, pour déjà voir ce qu'elles ont de similaire, de différent, et puis essayer de comprendre la fonction des gènes. Parce que c'est des opérations qui sont en aval de l'atlasie principale, qui est surtout de séquencer les génomes, donc de lire cette séquence. Alors, lire la séquence, c'est une longue aventure qui a commencé dans les années 70, quand la technologie, une nouvelle technologie, la première technologie de séquençage a été inventée. En fait, il y en a eu deux qui ont été inventées, une qui ne marchait pas et l'autre qui a marché. Et c'est celle qu'on utilise aujourd'hui. Elle a valu le prix Nobel à son inventeur, M. Sanger, qui a donc inventé la technologie de Sanger. Et au départ, dans les années 80, quand on séquençait, c'était très difficile. On faisait des opérations, des expériences qui ressemblaient à ce résultat-là. On faisait une réaction de synthèse d'ADN dans un tube avec des bases ATCG radioactives. Et donc, ensuite, le résultat de cette synthèse, on séparait les fragments d'ADN qui résultaient de cette synthèse dans un gel, par un courant électrique. On faisait migrer la solution dans un gel d'agarose à travers un courant électrique. Et on séparait ainsi les fragments du plus petit au plus grand. Et ce que vous voyez là, ce sont les différents fragments d'ADN qui correspondent à cette synthèse. Et je passe un peu sur les détails, mais l'idée, c'est qu'ensuite, il y avait une piste par base, et on comptait, on lisait. Ici, on a un G, puis on remonte, on a un C, puis après, on a un A, puis après, on a un T, et on écrivait avec un papier, un crayon, la séquence comme ça. Et on pouvait en séquencer comme ça une centaine de bases de long. Ça prenait une journée entière, c'était assez dangereux, donc il fallait beaucoup de protection pour se protéger de la radioactivité. Mais c'était possible, on pouvait séquencer avec cette méthode. Et puis, une grande avancée a été de remplacer la radioactivité par de la fluorescence. Et donc là, on pouvait travailler sur une paillasse sans protection particulière. Et surtout, on pouvait automatiser le processus dans ces grosses machines qui, en l'occurrence, ont permis de séquencer le premier génome humain. Et puis le premier génome de la mouche à vinaigre drosophile, et puis d'autres organismes modèles. Donc ça a bien fonctionné. Les génomes n'étaient pas parfaits. On n'avait pas la séquence complète de chaque chromosome, mais on avait une grande partie du génome. Et puis ensuite, mais c'était quand même laborieux. Pour séquencer le génome humain, il a fallu 16 laboratoires dans le monde qui se mettent ensemble pendant plusieurs années. Ça a coûté une somme folle. Et on a réussi à séquencer le génome humain. Et ça, c'est pas une opération qu'on pouvait répliquer pour toute la biodiversité, c'est sûr. Une grande avancée ensuite a été d'accélérer le débit de ces machines de séquençage avec une technologie qui utilise toujours un peu le principe de Sanger, mais encore plus automatisée qu'avant, miniaturisée. Et c'est la société Illumina qui aujourd'hui détient le marché pour cette nouvelle technologie, qu'on appelait de deuxième génération, mais qui avait le défaut de faire des tout petits fragments d'ADN. Ce que je vous ai pas dit, c'est que quand on séquence l'ADN, on ne séquence pas un chromosome d'un coup, on fragmente le chromosome en tout petits morceaux,
et ensuite on séquence chaque petit morceau individuellement. Et la taille de ces morceaux détermine évidemment notre capacité à reconstituer le chromosome. Après, plus les fragments sont gros, et bien plus c'est facile de reconstituer le chromosome. Plus ils sont petits, et bien c'est comme un puzzle à 1000 pièces, comparé à un puzzle de 50 pièces pour la même taille du puzzle. Ça sera beaucoup plus difficile avec 1000 ou 10 000 pièces. Et c'est le problème un peu de cette technologie, les pièces sont toutes petites, et donc la reconstitution du puzzle du chromosome, des chromosomes d'un génome est assez compliquée, et donc les génomes sont assez brouillons. Ce ne sont pas des génomes de très grande qualité. Et puis, il y a quelques années, en 2022, c'est un peu le milieu, mais ça a commencé plus tôt, une troisième génération de machines a vu le jour, de technologies qui ne sont plus du tout basées sur la technologie de Sanger, ou plus éloignées en tout cas. C'est la technologie qu'on appelle nanopore et la technologie qu'on appelle, par le nom de la société qui la commercialise, Pacific Bioscience, PAC Bio pour les intimes. Et donc ça, c'est aujourd'hui ce qu'on peut utiliser pour séquencer les génomes. C'est ce qu'utilise Atlassian. Et alors je peux essayer de jongler avec ma présentation pour vous présenter une toute petite vidéo de 1 minute. Je pose le micro. Donc, la machine en elle-même, elle fait la taille d'une clé USB, c'est environ 10 cm de long. Et à l'intérieur, il y a de l'électronique, évidemment. Et on met de l'ADN, ce sont ces longs fragments bleus, là, inconnus, qu'on veut séquencer d'une nouvelle espèce. Et à chaque fragment d'ADN, on attache une petite protéine, la petite partie violette, qui est une protéine moteur. Et cette solution de fragments inconnus, on la pose sur la machine. Et à l'intérieur de la machine, il y a une membrane percée de trous. Ce sont ces trucs ronds que vous voyez. Et de chaque côté de la membrane, il y a un courant électrique qui passe. Et l'ADN va être attiré par le courant électrique et la petite molécule ici vers les trous. Et la molécule violette, qui est un petit moteur protéique, va commencer à faire passer un des brins d'ADN à travers le trou. Et donc de l'autre côté, il va ressortir. Et en passant dans le trou, l'ADN va perturber le courant électrique qui est de chaque côté de la membrane. Et la perturbation du courant électrique va dépendre des bases qui sont dans le trou. Et donc, il y a un signal qui va être envoyé, parce que tout ça c'est relié par un circuit électrique, va être envoyé vers un ordinateur, la perturbation, qui dépend des bases qui sont dans le trou. Et on va pouvoir décoder ce signal électrique pour le convertir en base ATCG qui se succèdent le long de la molécule d'ADN. Donc c'est entre guillemets pas plus compliqué que ça, même si c'est un tour de force incroyable du point de vue technologique. Et donc, évidemment, la membrane, elle a des dizaines de milliers de trous, et donc on lit de manière simultanée des dizaines de milliers de molécules qui passent à travers tous ces trous, et on enregistre le signal électrique qui sort de tous ces trous. Donc ça, c'est la technologie nanopore, qui permet de lire donc des molécules aussi longues que celles qu'on a mis d'un côté de la membrane, qui vont passer entièrement dans le trou. Et donc la deuxième technologie, c'est la technologie Pacific Bioscience, qui est ici. Et alors là, on passe à un autre... Attendez, je vais le remettre au début quand même, parce que... C'est aussi un appareil qui dispose de petites pastilles qui sont des petits carrés de quelques centimètres de côté. Chaque pastille contient une surface de verre creusée de puits. Et là, vous avez un puits, par exemple. Donc le puits, il est ouvert d'un côté, il est fermé de l'autre, dans une petite plaque de verre. Et c'est extrêmement miniaturisé, c'est très très petit, quelques dizaines de nanomètres de large, de diamètre, tel que si on éclaire le puits par le fond, comme le montre la flèche ici, la lumière ne peut pas rentrer dans le puits, parce que la longueur d'onde de la lumière est plus longue que la largeur du puits. Donc il y a une onde évanescente, c'est ce qu'on appelle ça comme ça, une sorte il y a un peu de lumière qui rentre à l'intérieur, et c'est la clé de cette technologie qui permet d'exciter les molécules fluorescentes qui sont au fond du puits, sans faire de bruit, sans faire passer de la lumière de l'autre côté de la membrane du puits. Donc l'idée, c'est qu'on attache une molécule qu'on appelle une polymérase au fond du puits, qui va synthétiser de l'ADN inconnu, c'est le brin qui est là, qu'on a disposé aléatoirement au-dessus du puits. L'ADN rentre dans le puits et va être capturé par cette polymérase. On met plein de réactifs aussi dans le puits, mélangés comme ça, et surtout on met les 4 bases ATCG fluorescentes. Là vous les avez vues, chacune avec une couleur différente. Quand l'enzyme va synthétiser un nouveau brin d'ADN à partir de l'ADN inconnu, il va incorporer des bases ATCG selon le code qui est sur la molécule inconnue,
Et comme il y a une lumière qui éclaire le fond du puits seulement, eh bien, et que ces molécules sont fluorescentes, ça va exciter la molécule fluorescente et faire un petit flash de couleur selon la base qui est au fond du puits. Là, on vient de voir un T, là, on voit un A, parce qu'il y a une petite lumière verte qui flash. Et donc, quand on voit ça sur l'ensemble de la pastille, qui contient des dizaines de milliers de petits puits, eh bien, on a des petits flashs de couleurs qui se succèdent comme ça, et qui correspondent aux bases successives qui sont incorporées dans la molécule d'ADN, qui correspondent à la séquence que l'on cherche à décoder, à lire. Et donc, vous voyez, là, pareil, ici, on met 27 de ces pastilles, on met ça dans une grosse machine, comme un gros réfrigérateur, et ça tourne pendant plusieurs heures, et à la fin, on a dans l'ordinateur la séquence correspondante à toutes ces molécules inconnues. Voilà, donc deux technologies aujourd'hui qui permettent de séquencer des très longs fragments d'ADN, et qui sont vraiment la raison pour laquelle beaucoup de gens ont eu l'idée de se lancer dans de grands programmes de séquençage. Alors, on va juste revenir rapidement sur un peu une fresque de ces histoires de séquençage, comme je vous l'ai dit. Si on remonte dans les années 90, on a ici le premier génome qui a jamais été séquencé d'un organisme vivant. C'était une bactérie, celle qu'on appelle Haemophilus influenza, c'est une bactérie qui cause le mal de gorge. Bon, c'était pas pour guérir le mal de gorge qu'on a séquencé son génome, c'était juste un modèle intéressant, c'était surtout un petit génome. C'était un tour de force technique, hein, c'était la méthode de Sanger qui a été utilisée, laborieuse, avec des molécules fluorescentes, mais néanmoins, ça a mis beaucoup de temps, et un génome, voilà, c'était le premier génome d'un être vivant qu'on n'ait jamais séquencé, c'était une grande avancée. Et puis après, on a séquencé le premier eucaryote. Les eucaryotes, ce sont ces êtres vivants dont nous faisons partie, qui ont un noyau, dont je vous ai parlé tout à l'heure. La bactérie n'a pas de noyau. Donc c'était encore une fois un beaucoup plus gros génome, c'était un grand projet européen. Puis ensuite, on a séquencé le ver nématode, c'est un modèle en biologie. Puis la mouche à vinaigre, un autre modèle en biologie. Et puis une première version 2001 du génome humain. C'était vraiment une version très très de mauvaise qualité, mais quand même une première version très très importante. Puis le génome de la souris, le génome du poulet, le génome du chimpanzé. Là, la première fois qu'on a séquencé le génome d'un humain dont on connaissait le nom, là c'était un donneur anonyme, en fait un mélange de génome de plusieurs personnes. Là c'était M. Vanter, c'était lui qui avait séquencé le génome de la première bactérie, qui a séquencé son génome. Puis après on a commencé à séquencer même des génomes de ce qu'on appelle la paléogénomique, c'est-à-dire des génomes d'espèces qu'on a trouvées, qui sont éteintes aujourd'hui, qui sont conservées dans le permafrost, dans des os fossilisés. Et puis là, à partir de cette époque-là, on a commencé à séquencer même plusieurs génomes d'un coup, parce que les technologies devenaient plus rapides et puis moins coûteuses. Donc on commençait à voir des projets qui séquençaient plusieurs génomes de poissons, plusieurs génomes de plantes. Donc on voyait que le débit commençait à augmenter, à tel point que en 2017-2018, un projet très ambitieux a vu le jour, qu'on appelle le VGP, pour Vertebrate Genome Project. C'est le projet qui vise à séquencer tous les génomes de vertébrés. Il y a 70 000 espèces de vertébrés sur Terre aujourd'hui, donc son ambition c'était de séquencer les 70 000. Pour la petite histoire, aujourd'hui, en 2025, ils viennent de terminer la première phase de ce projet, donc c'est quand même des projets de longue haleine. Ils ont séquencé un génome représentant chaque ordre phylogénétique des vertébrés. Il y a environ 270 ordres différents, et donc ils ont séquencé 1 ou 2 génomes par ordre. Donc ils ont 500 génomes aujourd'hui, 580 génomes qui sont prêts à être analysés. Et puis le VGP a inspiré bien d'autres projets. Je ne vais pas les nommer tous, mais a inspiré ERGA, qui est European Reference Genome Atlas, qui est un projet européen très distribué, qui vise à séquencer toutes les espèces présentes aujourd'hui sur l'Europe continentale. Donc c'est à peu près à cette époque-là, en 2021, que le gouvernement français, on est juste après l'épidémie du Covid, que le gouvernement français a disposé d'un gros budget, 1 milliard d'euros, pour relancer l'économie française. Chaque État membre de l'Union européenne a eu le même budget pour réinvestir dans différents projets qui permettaient de relancer l'économie. Et le gouvernement français a décidé d'utiliser une partie de ce budget, donc 1 milliard d'euros, à des projets exploratoires en sciences. Et donc a fait un appel à la communauté scientifique en disant « Venez avec des idées ambitieuses, et si elles sont méritantes, on va les financer ».
Donc avec des collègues, et nous qui travaillons un peu dans ce domaine, on s'est dit, on va lancer un projet de séquençage de la biodiversité marine française. Alors, juste pour vous terminer un petit peu, excusez-moi, j'ai fait une petite problème de transition là, mais juste pour vous dire que la génomique, c'est un domaine de recherche en pleine expansion. Là, vous avez sur une chronologie le nombre d'articles qui sont publiés dans toute la littérature scientifique mondiale qui contiennent le mot génome. Donc vous voyez que ça monte très très vite, donc on est en plein dans la phase ascendante. Vous allez peut-être me dire, on prend n'importe quel mot important en biologie, et peut-être que c'est juste une réflexion du fait que toute la littérature scientifique augmente parce que tout le monde cherche de plus en plus en biologie. Pas vraiment, si on regarde le mot neurone par exemple, il ne suit pas du tout la même trajectoire. Donc la génomique, c'est vraiment un cas un peu particulier où on a vraiment, grâce à ces technologies dont j'ai parlé, une amplification des recherches qui tendent à lire et analyser les génomes. Donc, j'ai parlé de ces projets, là ce sont les logos de ces projets très importants, le Vertebrate Genome Project. Il y a aussi, pas très loin de chez nous, un projet britannique qui vise à séquencer toutes les espèces eucaryotes toujours, hein, donc les insectes, les fleurs, les plantes, les papillons, les mammifères, qui vivent dans les îles britanniques et en Irlande. Donc 70 000 espèces à nouveau. Et puis, on a donc ce projet européen pour 200 000 espèces en Europe. Donc, ce sont des projets qui ont une vision très ambitieuse, ils ne sont pas toujours financés pour réaliser ces objectifs-là, même ils ne le sont pas, mais ils avancent pas à pas en essayant d'avoir des financements pour chaque nouvelle étape. Donc, nous, on était dans ce contexte-là. Tous ces projets-là sont coordonnés par un énorme projet parapluie qui s'appelle le Earth Biogenome Project. Donc c'est un grand projet qui lui-même ne séquence pas de génome, mais qui tente à organiser un peu tous ces projets de séquençage de la biodiversité de façon à ce qu'on ne séquence pas 2 fois la même espèce, par exemple, et qu'on établisse des standards aussi de qu'est-ce que ça veut dire séquencer un génome, qui soit un génome de référence pour une espèce. Il y a des critères de qualité qu'il faut atteindre et qui sont établis par ce projet. Donc, un dernier mot, séquencer la biodiversité, selon à qui vous parlez, ça peut vouloir dire des choses un peu différentes, que j'ai essayé de détailler ici. Alors, on séquence, on peut explorer génétiquement, on va dire, la biodiversité avec ce qu'on appelle les codes barres, ou barcodes en anglais, ou aussi ce qu'on appelle l'ADN environnemental, c'est-à-dire qu'on va, par exemple dans le cas de la biologie marine, de la biodiversité marine, on va filtrer de l'eau de mer, et dans le filtrat, on va récupérer du plancton, on va récupérer des œufs d'espèces qui ont pondu, des spermatozoïdes, des bouts d'écailles, du mucus, des algues, toutes sortes de choses, et on va aller séquencer juste un gène universel. Il y en a plusieurs, des gènes universels, qui existent dans toutes ces espèces, qui relarguent du matériel organique dans l'eau de mer. Et ce gène, sa séquence de base ATCG, va être une sorte de code barre qui va être spécifique de l'espèce en question. Donc on ne va pas découvrir de nouvelles informations génétiques parce qu'on séquence toujours le même gène, mais au moins on a une sorte de signature génétique de chacune des espèces qui sont présentes dans l'eau, pas très loin de l'endroit où on a fait le prélèvement. C'est ce qu'on appelle donc l'ADN environnemental. On a aussi une approche qui s'appelle la métagénomique, où là, c'est un peu différent. On va aussi filtrer de l'eau de mer. On va récupérer donc toutes sortes de choses qui flottent dans l'eau. À nouveau, des bactéries, des algues, des virus, et puis aussi du plancton, toutes sortes de choses, des petites larves. Et là, on va avoir une sorte de bouillie un peu organique. On va extraire tout l'ADN de cette bouillie. Donc tout l'ADN de toutes les espèces qui sont présentes dans cet extrait, ce filtrat. Et on va séquencer des morceaux de tous ces ADN. Et là, tâche très compliquée s'ensuit, il s'agit de reconstituer les plus gros morceaux possibles des organismes qui étaient présents dans ce filtrat. Donc là, on n'a pas des bouts de séquence toujours du même gène, on a accès à tout plein de parties différentes de ces génomes, mais c'est très difficile de reconstituer des génomes complets. En général, ils ne le sont pas, sauf si l'organisme est très abondant dans la préparation de départ.
C'est par exemple ce que fait le programme TARA, dont vous avez peut-être entendu parler, la goélette qui parcourt le monde en filtrant de l'eau, en récupérant ce filtrat, et qui l'envoie ensuite dans un centre de séquençage, le Génoscope, pour faire cette extraction, ce séquençage d'ADN. Un des problèmes, c'est qu'on ne peut pas facilement assigner un génome ou un fragment de génome à une espèce particulière très facilement. On n'a pas la photo de l'espèce, on ne peut pas savoir à quoi elle ressemble, donc on n'a pas ce lien entre le gène et l'organisme. Et puis la troisième catégorie, c'est un peu ce qu'on fait dans tous ces projets dont j'ai parlé jusqu'à présent. On séquence des génomes de référence. Là, on prend un individu, on l'a entre les mains ou dans un tube. On peut en prendre une photo sous un microscope s'il est petit. On peut demander à des taxonomistes de le regarder, sa morphologie, et de lui affecter un nom, si l'espèce est connue. Ou bien de déclarer que cette espèce est nouvelle pour la science et qu'elle n'a jamais été vue avant. Mais la plupart du temps, elle est connue. Et donc là, on peut ensuite extraire l'ADN de cet organisme et le séquencer par les deux méthodes que j'ai montrées dans les petites vidéos, soit Nanopore, soit PacBio, et obtenir le génome complet de l'espèce. Et là, on a une photo de l'individu duquel on a extrait l'ADN. On peut vraiment faire le lien entre le génome et l'espèce en question. Ce qui permet surtout de s'assurer que, ça y est, on a séquencé cette espèce et plus besoin qu'un autre projet se lance dans l'opération de séquencer à nouveau cette espèce. Voilà, donc Atlassi, le projet dont je vais parler maintenant, c'est ce projet-là. Donc on en était là et on s'est dit, pourquoi on va séquencer la biodiversité marine? Il y avait plusieurs raisons à ça. La première, c'est que la France dispose de la plus grande zone économique exclusive, la deuxième plus grande zone économique exclusive au monde, c'est-à-dire ce périmètre autour des terres émergées, d'environ 200 miles marins. Donc en tout cas pour les îles, c'est 200 miles marins, puis quand on les touche avec d'autres pays, on coupe un peu au milieu. Et c'est évidemment surtout grâce à tous les territoires d'outre-mer dont la France dispose encore, qui permettent d'avoir ce chiffre très important, juste à côté deuxième après les États-Unis et juste devant l'Australie. Donc ça nous donne accès à une énorme biodiversité, que ce soit en France hexagonale ou partout dans les territoires d'outre-mer, et une responsabilité de la préserver, de l'étudier et de la surveiller aussi. Voilà, donc ça c'était une des motivations. Et puis, en partie pour ces raisons-là, la France aussi dispose d'infrastructures très importantes qui permettent de faire de la recherche en biologie marine. On a 7 stations marines qui sont réparties le long du territoire français, dont celle de Roscoff, qui était la première vraiment station marine mise en place il y a plus de 150 ans. On vient de fêter son anniversaire. Et puis le laboratoire Arago, le laboratoire océanographique océanologique de Banyuls, qui sont vraiment des stations qui permettent aujourd'hui de faire de la recherche en biologie marine très avancée et qui contribuent au projet Atlassi. Donc, et puis on a une flotte océanographique aussi, la 5e plus importante au monde, donc avec des bateaux qui permettent d'aller partout le long du littoral, mais aussi en haute mer, prélever des spécimens et étudier la biodiversité. Donc tout ça nous a donné une assise pour dire, crédible, pour dire au gouvernement, on veut se lancer dans un grand projet de séquençage de la biodiversité marine, et donc c'est comme ça qu'Atlassi a vu le jour. Donc il est financé par ce grand programme France 2030, et à travers ce programme, c'est l'ANR, l'Agence nationale pour la recherche, avec qui on est en contrat, si vous voulez. C'est coordonné par le CNRS et par le CEA, et avec plein de partenaires, dont le Muséum national d'histoire naturelle, l'IFREMER, 3 universités, qui nous aident à toutes les étapes, qui contribuent à toutes les étapes du projet. Donc Atlassi a des objectifs qui sont listés ici, de séquencer 4500 génomes d'espèces marines, donc des invertébrés, des algues, des vertébrés, toute la biodiversité qu'on peut trouver, de s'engager à fournir ces données librement à la communauté scientifique et avec les outils pour les analyser, de former des étudiants, des chercheurs à toutes les étapes de ce processus. C'est pour ça qu'on est ici aussi aujourd'hui. Toute la semaine, il y a une quinzaine d'étudiants qui viennent de partout dans le monde et qui sont à la première école d'hiver d'Atlassi qui est organisée ici à Banyuls.
Et puis, on a aussi des ambitions de soutenir l'innovation basée sur l'analyse des génomes marins, parce qu'il y a plein de choses qu'on peut trouver dans un génome qui peuvent avoir des applications très intéressantes pour l'agriculture, pour la médecine, pour l'industrie diverses et variées. Et puis, on va aussi créer des consortiums de recherche qui vont ensuite, après que nous on ait séquencé des génomes, commencer à les étudier pour différentes applications. Je reviendrai dessus dans un moment. Donc cette figure vous donne un aperçu de comment est organisé Atlassian. Alors il y a plein de couleurs et de petits compartiments. Ce qui est important, ce sont ces trois chevrons au centre. DiveC, Sexy, ByteC, ce sont trois sous-projets d'Atlassian qui, comme leur nom l'indique, DiveC eh bien, est préoccupé par tout ce qui est échantillonné, donc collecter les spécimens en mer, les identifier taxonomiquement, les conditionner et les envoyer au génoscope, qui est le responsable du deuxième composant, Sexy, qui lui va s'occuper d'extraire l'ADN de la meilleure qualité possible des organismes, le séquencer pour en obtenir le génome complet, et puis de annoter les gènes qu'on trouve dans ces génomes. Et puis ByteC, qui en fait intervient dès le début pour tracer, collecter les données liées au projet. Donc déjà les métadonnées liées au spécimen, qui a prélevé quel organisme, à quel endroit, à quelle profondeur, à quelles coordonnées GPS, avec quelle méthode, quel jour, etc. Toutes les données liées aux échantillons, les photos, etc. Jusqu'au génome lui-même, et avec quelle méthode il a été séquencé, et puis quelles sont les procédures qui ont jalonné l'obtention de la séquence, qui va mettre ces données à disposition dans un portail accessible à tous. Donc, si vous tapez www.atlassian.fr, vous allez tomber sur une page d'accueil dans laquelle il y a un onglet données, et on tombe sur un portail mis en place par ByteC. Et ByteC va aussi mettre en place des outils d'analyse de ces génomes. Et puis, en fin de course, quand les génomes sont mis à disposition de la communauté, eh bien, il y a des projets qui vont analyser ces données génomiques et qui sont aussi financés par Atlassian. Alors, autre exercice technique, est-ce que je peux vous montrer donc, les premières étapes donc, de DiveC, par exemple. Donc, évidemment, pour aller chercher des spécimens, il faut plonger. Donc ça, c'est des photos qui sont des vidéos qui sont prises dans la baie dans les Calanques de Marseille, où on était au mois de juin, où Atlassian a mené toute une opération pour aller prélever des organismes. Donc on plonge avec des outils pour ici couper un morceau d'éponge, ou bien ramasser des coquillages. Parfois, il s'agit de prélever un morceau d'algue et de le mettre dans un petit pot. Donc tout ça, ça dure très longtemps, 1 heure, 2 heures, où ils plongent à parfois des dizaines de mètres, et puis ils remontent avec leurs petits bocaux, leurs petits filets, et ensuite une deuxième étape consiste à... Alors une autre manière de collecter, donc ça c'est la plongée à vue. Parfois on marche aussi le long de la plage, quand il y a des marées, on peut aller aussi collecter des échantillons avec juste une paire de bottes. Mais parfois on équipe un bateau avec des dragues. Donc là, on est sur un bateau toujours en Méditerranée, près de Marseille. Là, on a des membres de l'équipe Atlassian qui étaient présents ce jour-là. Et donc, une drague, c'est un filet équipé d'une barre en métallique qui va racler le fond des sédiments sur le fond marin. Donc, tout le sable, la vase tombe par les mailles du filet. Et on récolte en fait toutes sortes de crustacés, de mollusques, d'invertébrés divers et variés, parfois des morceaux d'algues, qui tombent, qu'on récolte dans un grand bac et qui sont ramenés à terre avec les échantillons qui ont été prélevés par les plongeurs. Et une fois que tout ça est collecté, on ramène ça à la station, à l'endroit où le reste de l'équipe est positionné. Alors les sédiments sont filtrés, sont triés dans des espèces de mailles comme ça, avec des tailles de mailles différentes, pour recruter différentes fractions, les gros, les moyens, les petits organismes. Et à ce stade-là, on ne sait pas encore quelles espèces on a trouvées. Hein, c'est encore, par contre, on note à ce moment-là la station, c'est-à-dire quel est l'endroit où tous les échantillons ont été prélevés, et on associe chaque bac à une fraction. Et alors là, ensuite,
commence un travail assez fastidieux, mais très important, de tri manuel, avec une petite pince comme ça, et on va chercher dedans tout ce qui vit, tout ce qui n'est pas une coquille vide ou des petits bouts de fragments qui n'ont pas d'intérêt. Essayer de trouver un petit nudibranche, un petit crabe, un morceau d'algue qui pourrait être important pour Atlassi. Ensuite, on a une deuxième étape au laboratoire, juste à côté de cette phase de tri, qui consiste à essayer d'identifier les espèces. Donc là, on transfère les échantillons à des taxonomistes qui sont spécialistes d'un groupe d'espèces et qui les observent le plus minutieusement possible. Là, c'est une éponge, ou ici un petit crustacé, et qui passent parfois des heures avec des livres, en consultant des livres de référence pour essayer d'identifier les espèces qui sont présentes dans ces sédiments. Ici, c'est sur un bout de palme qui était laissé à l'abandon sous l'eau et sur lequel sont venus se mettre toutes sortes d'organismes. Voilà, donc ça, c'est taxonomiste, identifier les espèces. Et là, dès qu'on a l'identification, on peut se référer à une base de données commune à tous les projets comme Atlassi, comme le projet anglais, comme le projet européen, comme le projet VGP, dans lesquels tout le monde met quotidiennement l'avancement de son projet. Et donc on peut dire, tiens, telle espèce, elle est déjà séquencée, ou elle est déjà prélevée par un autre projet, ou bien elle est encore totalement inconnue du point de vue de son génome, et donc on peut se lancer, nous, dans le séquençage de ce génome. Alors, la plupart du temps, évidemment, comme on est au début de tous ces projets, la plupart des espèces sont encore inconnues. Mais parfois, quand on se rapproche des côtes anglaises, par exemple, comme le projet anglais a commencé bien plus tôt que nous, eh bien, on s'aperçoit que beaucoup d'espèces bretonnes, par exemple, sont déjà séquencées ou en cours de séquençage par le projet anglais. Et une fois que l'espèce est identifiée taxonomiquement, elle subit une dernière opération, tant qu'elle est encore vivante, de photographie. Donc là, c'est toujours dans l'émission du muséum, évidemment, quand on collecte de la biodiversité, c'est d'avoir un enregistrement scientifique qui consiste à en prendre une photo la plus nette possible pour qu'on puisse revenir sur le spécimen, au moins sur la photo, pour vérifier que c'est bien la bonne espèce et avoir une photo associée aussi au génome qu'on va séquencer. Donc cette photo, c'est une photo vraiment scientifique avec des mesures, etc., qui permettent de s'assurer que c'est une photo qui peut être utile pour la recherche. Et alors, une fois que le spécimen est photographié, il va passer dans une phase de conditionnement, une mise en tube, pour qu'on puisse en fin de course extraire son ADN. Donc là, c'est un poisson, il est mort, il a été anesthésié d'abord, puis sacrifié. On prend un petit peu de muscle ou on prend quelques organes, et puis on les met dans des tubes très spécifiques qui résistent à la congélation. Et ces tubes sont étiquetés avec un barcode unique et sont ensuite plongés dans de l'azote liquide. De l'azote, c'est un liquide qui est à moins 176 degrés. Donc congélation instantanée, qui est la condition pour qu'ensuite l'ADN soit préservé de manière intacte dans les cellules du tissu qu'on a prélevé sur le spécimen. Alors, donc Atlassi a démarré en 2023 officiellement, quand on a eu les premiers financements. Aujourd'hui, on est en fin 2025, donc ça fait 2 ans et demi qu'on travaille. Et donc, Atlassi, la partie d'AIFSI d'Atlassi a déjà mené beaucoup d'expéditions partout sur la ZEE française, surtout en France. Là, la taille du rond rouge vous indique le nombre d'espèces qui ont été collectées par le programme d'AIFSI. Donc aujourd'hui, on en est à 2304 espèces prélevées dans toute la ZEE. Donc principalement en France, on est allé aussi en Guadeloupe avec une opération du Muséum national d'histoire naturelle qui s'appelle la Planète Revisitée, qui nous a permis de prélever des espèces là, aussi en Nouvelle-Calédonie et à plusieurs endroits en France. Donc par exemple en France, on est allé à Dinard, la station marine du Muséum national d'histoire naturelle. On a aussi mené une petite expédition à Roscoff, et à Roscoff, il y a aussi ce qu'on appelle la Roscoff Culture Collection, une collection de cultures de microalgues, donc d'algues unicellulaires, qui est très importante, la plus riche au monde, et qui donc est une source de spécimens d'algues unicellulaires qui sont très intéressantes pour nous. Ifremer mène aussi des campagnes halieutiques, vous savez, qui permet de
de mesurer les stocks de poissons, de surveiller un petit peu la biodiversité dans la ZEE française. Et donc, des bateaux d'Ifremer partent et pêchent des poissons, des mollusques, parfois aussi. Et donc, parfois, on peut mettre une équipe Atlassi sur le bateau qui va aussi prélever des tissus de poissons ou de mollusques. On est allé l'été dernier, donc en 2025, à Andoum, près de Marseille, à la station marine, où ces images ont été prises tout à l'heure. Et puis on travaille avec la station marine de Villefranche, en particulier en ce moment pour le plancton. Et puis on est allé aussi à Leucate, tout au début du projet. Et puis on travaille aussi avec la station marine de Banyuls pour prélever des échantillons. Plus précisément, en Manche, ici, tous les points de couleur, ce sont les endroits où Ifremer a plongé son filet pour récolter des poissons. Vous voyez, ils sont échantillonnés un peu partout. Ça, c'est les points bleus, ça correspond à tous les endroits où on a prélevé des spécimens lors de la mission à Dinard. Et puis en Méditerranée, là vous avez le golfe du Lion, là c'est tous les endroits où on a prélevé des échantillons lors de l'opération à Marseille, dans les temps de taux. Et puis là c'est les endroits où on a échantillonné quand on est venu à Leucate. Et puis on est allé aussi, donc, comme je vous l'ai dit, en Nouvelle-Calédonie. Et là, pareil, Nouméa est ici, on partait, enfin bon, moi je n'y étais pas, mais en tout cas les membres de l'équipe Atlassi qui étaient là sont partis en bateau. Ils partaient le matin en petit Zodiac et puis plongeaient pour aller pêcher, récolter des échantillons partout où il y a les points verts. Et puis en Guadeloupe, on a surtout travaillé sur les deux grandes îles, enfin les deux petites îles qui sont au sud de la grande île, parce que la biodiversité là était moins bien connue que sur la grande île. Et la planète revisitée s'était surtout focalisée sur ces trois îles. Et lors de la première partie de l'expédition, Atlassi a pu prélever plein d'échantillons ici. Donc voilà, les échantillons, c'est pas que des poissons. Hein. La biodiversité marine, comme vous le savez certainement, c'est tout un ensemble d'organismes qui sont en fait magnifiques une fois que Mélanie les capture en photo. Voilà, il y a des crustacés, des mollusques, des annélides, des coraux, des vers, toutes sortes d'animaux ici qui sont vraiment magnifiques. Je vous partage un peu cette belle biodiversité marine. Et donc, ça c'est un échantillon de ce qu'on a déjà prélevé, mais on prévoit de nouvelles missions dans Baïpsi au mois de mars en Martinique, avec un point focal sur les éponges de Martinique. On va revenir en Bretagne en avril à la station marine de Roscoff, où là on va mener une expédition de 2 semaines en allant chaque jour, pareil, plonger, collecter sur la plage, sur la grève, avec un bateau, toutes sortes de mécanismes. On va retourner en Nouvelle-Calédonie, mais cette fois-ci sur le plateau, sur un plateau qui se trouve vraiment à une journée de bateau à l'ouest de la Nouvelle-Calédonie, sur les îles Chesterfield, ici. Et puis, donc, pendant 2 ou 3 semaines, le bateau va parcourir la région pour mettre des plongeurs à l'eau et prélever de la biodiversité. On a prévu aussi, plus en 2027, une expédition en Polynésie française, plus précisément à Mooréa, où il y a une station du CNRS qui est permanente là et qui va nous accueillir pour au moins 3 semaines. Et on va y faire une école d'été aussi, avec des étudiants comme en ce moment à Banyuls, pour accueillir des étudiants et donc les former à toute la procédure de prélèvement, identification taxonomique, extraction d'ADN, séquençage, etc. Et puis on va travailler aussi avec la station marine ici, plus au long cours peut-être, plutôt qu'une expédition ciblée, à partir de l'année prochaine. Et enfin, une autre expédition un petit peu plus aventureuse peut-être, ça va être sur les îles Saint-Paul et Amsterdam, qui sont ces îles qui sont extrêmement isolées des masses de terre, peut-être les plus isolées sur la planète, et qui donc sont des territoires français. Et on va aller prélever des échantillons avec le Marion Dufresne, un gros bateau de 120 mètres de long qui contient des laboratoires et sur lesquels on peut travailler pour prélever, traiter des échantillons comme je vous l'ai décrit. Voilà, donc si on fait un bilan aujourd'hui de où on est à Atlassi, comme je vous l'ai dit, on est à 2304 espèces prélevées, et ça, ce camembert donne un peu une idée de la répartition taxonomique des espèces. Vous voyez qu'il y a des gros biais. Alors ce ne sont pas des biais au sens vraiment de la biodiversité, parce que ça reflète les biais de la biodiversité. Dans la biodiversité qu'on collecte, il y a beaucoup de... Ah pardon, ce ne sont pas les
les espèces, ce sont les lieux où on a prévu. Donc vous voyez que là, on a beaucoup d'espèces qui viennent de Marseille, beaucoup de biodiversité dans les calanques. Dinard, la Guadeloupe, Nouméa sont les endroits où on a eu le plus d'espèces en une seule fois. Mais on a plein d'autres endroits où on est allé aussi, où on a eu moins de spécimens, parce qu'on y est souvent resté moins longtemps, où on n'a pas mené une expédition très ciblée là. Donc, ces 2304 espèces sont dans des tubes en plastique, dans les congélateurs du Génoscope à Évry. Le Génoscope, c'est l'endroit où sont séquencés tous les génomes de toutes ces espèces. Alors, je ne vais pas vous détailler toute la procédure par laquelle les génomes passent, mais sachez que la première étape, c'est d'extraire de l'ADN de la meilleure qualité possible. C'est vraiment pas facile sur certaines espèces, c'est plus facile sur des poissons, c'est beaucoup plus compliqué sur certaines algues ou parfois certains invertébrés, parce que il y a des molécules qui sont extraites en même temps que l'ADN et qui inhibent les réactions qui suivent après. Ou bien, quand on extrait l'ADN d'une éponge, par exemple, on extrait en même temps l'ADN de toutes les autres espèces qui vivent sur l'éponge. Les bactéries, les champignons, parfois des petits invertébrés. Et donc, si on veut séquencer juste le génome de l'éponge, eh bien c'est un petit peu compliqué. Mais voilà, on commence par du séquençage avec des petits fragments courts, la méthode de la deuxième génération dont j'ai parlé tout à l'heure, qui permet d'estimer la taille du génome, parce que évidemment elle est inconnue au départ, et puis différentes propriétés du génome, qui permettent ensuite de savoir si on va séquencer le reste avec la technologie nanopore, celle avec les petits trous où la molécule d'ADN passe dans une membrane, ou la technologie PacBio, celle avec le puits creusé dans du verre qui permet de séquencer avec les petits flashs de couleur. Et puis, donc ça, ce sont les méthodes de séquençage qui sont décrites ici. Et puis ensuite, on assemble tous ces morceaux pour essayer de reconstituer les chromosomes et le génome complet. Et puis une dernière étape aussi consiste à essayer de trouver les gènes dans le génome. Donc là où sont les instructions qui permettent de faire fonctionner l'organisme. Alors on a célébré une étape importante dans le projet au mois de septembre. Les premiers 100 génomes d'espèces séquencées par Atlassi qui sont présentes, enfin, les espèces sont présentées là. Donc c'était pour nous une étape majeure parce que ça nous donne un peu confiance dans le fait qu'on pourra arriver un jour aux 4500 et puis ça montre aussi à nos collègues dans les autres projets et puis à nos financeurs que voilà, Atlassi avance. C'est un peu symbolique. Mais aujourd'hui, depuis septembre, on en est déjà à 181 génomes soumis dans les bases de données publiques. Donc voilà, le rythme s'accélère. On en est aujourd'hui à 20 génomes par mois, c'est-à-dire environ un génome par jour ouvré. Donc c'est vraiment un débit qui est très très important. Et voici le camembert qui vous donne la répartition des espèces qui sont séquencées. Et donc, vous voyez, il y a beaucoup de mollusques, beaucoup de poissons. Alors voilà, ça reflète en partie les biais dans la biodiversité. Quand on prélève un peu au hasard avec les méthodes que je vous ai décrites, on va prélever beaucoup de mollusques, beaucoup d'annélides, beaucoup de cnidaires, d'étoiles de mer, d'oursins. Alors les poissons, c'est un petit peu un biais volontaire parce que voilà, les poissons, c'est important, ce sont des vertébrés, c'est une nourriture importante pour les humains. Et puis, c'est moins compliqué à séquencer. Donc cette première phase de séquençage de la biodiversité marine, on s'est un peu fait la main sur les poissons. Voilà, donc le troisième composant d'Atlassi dont je vous ai parlé, c'était ByteSeed, la partie informatique. Et donc, un des résultats importants de ce projet-là, c'était la mise en place d'un portail qui permet à tout un chacun, si vous allez sur le site Atlassi, de savoir où ont été prélevées les espèces, où en sont l'avancée du séquençage de toutes ces espèces, si elles sont juste au génoscope dans un tube, ou si elles sont déjà au stade d'extraction d'ADN, ou si elles sont au stade de séquençage, ou si elles sont déjà terminées et soumises. Et puis, on a une petite fiche descriptive sur chaque espèce dans ce portail. Et ByteSeed va aussi mettre en place un portail d'analyse de génome. Donc là, ce sera plus un endroit où on pourra faire vraiment des analyses pour découvrir des nouvelles choses dans les génomes, combiner les génomes avec des données environnementales, à quelle profondeur est-ce que les espèces vivent, sous quel climat, sous quelle latitude, en coexistence avec quelles autres espèces, donc aussi des données d'occurrence, quelles sont les tailles des populations qui existent à certains endroits, et puis aussi des données fonctionnelles, parce qu'on connaît déjà plein de choses sur certains gènes d'organismes modèles, et donc l'idée c'est de projeter ces informations sur les génomes nouveaux qu'on séquence,
Et puis une troisième catégorie de résultats, c'est des informations sur l'évolution de ces génomes. En comparant ces espèces, on peut remonter un petit peu le temps et puis avoir des informations sur comment ces espèces ont évolué. Voilà. Et puis alors, Atlasine ne s'appuie pas juste sur ces missions où on va nous-mêmes en mer chercher des échantillons, mais on a des ambassadeurs. Les ambassadeurs, c'est tous les chercheurs qui s'intéressent à la biologie marine, à la génomique, donc au génome marin, et qui peuvent nous proposer des espèces à séquencer, souvent parce qu'ils les ont déjà dans leur laboratoire, ou bien ils y ont accès à travers leur propre accès à la mer, et donc nous disent on aimerait bien avoir ce génome séquencé parce que c'est une espèce très intéressante pour nous, et donc ils peuvent le soumettre à travers un formulaire, et puis on examine le projet, et la plupart du temps on accepte. C'est la raison pour laquelle on n'accepte pas souvent, c'est parce que le génome est déjà séquencé, parce que ça commence à avancer par nous ou par d'autres projets. Et donc, parfois, les chercheurs ne sont même pas au courant que le génome est déjà séquencé, tellement ça commence à aller vite. On a reçu 45 soumissions de plein de pays différents, parce qu'évidemment, des chercheurs espagnols ou grecs ou anglais peuvent être intéressés par des espèces qui ont été prélevées dans la ZE française, et auquel cas, Atlasine peut s'en occuper. Et puis alors, en fin donc, après toute cette procédure échantillonnée, extraire l'ADN, séquencer le génome, le mettre à disposition. Évidemment, il faut aussi donner du sens à ces génomes, et donc on finance 2 projets à travers un appel ouvert à la communauté, donc tout le monde peut candidater. Un projet, c'est d'essayer de décrypter un petit peu les génomes pour comprendre les voies métaboliques qui mènent à des molécules d'intérêt. Les organismes marins sont très riches sont des producteurs de molécules d'intérêt bien connues, que ce soit des venins, que ce soit aussi des bactéricides, des fongicides, des virucides, qui sont des molécules que ces organismes utilisent pour se protéger de parasites ou de pathogènes. Et donc, parfois, ils ont un intérêt important pour l'agriculture, pour remplacer les produits phytosanitaires, ce sont des fongicides, ou bien pour la médecine, ou pour la cosmétique, ou pour d'autres applications, dégrader des polymères, ou fabriquer des polymères, par exemple. Et puis un autre projet qui est en cours de montage, c'est de s'intéresser aux espèces invasives. Donc quand il y a souvent de l'activité humaine, la pêche, les transports, l'ostréiculture, toutes sortes d'activités, les voyages, le tourisme, il y a des espèces voyagent avec les humains qui voyagent eux-mêmes, ou avec les produits que les humains transportent, et s'implantent parfois dans un écosystème qui ne les avait jamais vus, et qui s'y trouve tellement bien qu'elles commencent à envahir cet écosystème et déplacer les populations d'espèces existantes. Et on aimerait bien comprendre, en séquençant leur génome, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des hybridations entre espèces? Est-ce qu'il y a de la sélection naturelle qui permet à une espèce de vraiment s'implanter parce qu'elle a des avantages sélectifs qui permettent d'avoir une meilleure résistance et de se reproduire plus vite que les espèces qui existent là? Et ça, ce sont des informations qu'on peut mieux comprendre grâce au génome. Et puis alors, je terminerai là-dessus. Un projet qui nous intéresse pas mal, c'est de commencer à regarder ce qui se passe de part et d'autre, donc de la masse de terre qui se trouve ici, donc entre l'Atlantique et la Méditerranée, suite à ce que vous connaissez peut-être sous le nom de transgressions angléennes. Alors, si vous ne connaissez pas, ne soyez pas surpris, moi je l'ai appris il y a quelques semaines seulement. La transgression angléenne, c'est suite à la crise messinique qui a asséché la mer Méditerranée. Eh bien, le détroit de Gibraltar s'est ouvert et l'Atlantique a rempli à nouveau la mer Méditerranée en ce qu'on pense être un temps très court, peut-être quelques semaines, voire quelques mois. Et donc, évidemment, toutes les espèces qui vivaient en Atlantique sont venues coloniser très rapidement, il y a 5 millions d'années, la mer Méditerranée. Et ensuite, le détroit de Gibraltar étant très petit et un courant passant quand même assez fortement par là, eh bien, il y a une sorte d'isolation qui s'est produite, géologique, géographique, et on observe aujourd'hui qu'il y a une différenciation des espèces entre l'Atlantique et la Méditerranée, mais parfois pas toujours. Parfois, il y a des espèces qui arrivent à repasser, il y a des flux migratoires qui permettent de brasser génétiquement ces espèces et de maintenir les espèces que nous
c'était autrefois. Et donc, on aimerait mieux étudier ça et aider toute la communauté des chercheurs qui s'intéressent à cette question, et donc en séquençant des génomes d'espèces qui sont de part et d'autre. Voilà, donc je crois que j'en ai terminé. Pour conclure, il faut se dire que le séquençage des génomes marins, c'est compliqué, plus ou moins selon les espèces, parce que voilà, parfois il y a des génomes énormes. Par exemple, il y a une petite algue unicellulaire, donc une seule cellule, qui se promène dans la mer, qui fait partie de la famille des dinoflagellés, qui a un génome qu'on pense être plusieurs dizaines de fois plus gros que notre propre génome. Voilà, donc séquencer un génome de dinoflagellés, c'est une opération d'envergure. Il y a un crabe aussi qui a un génome énorme, avec 109 chromosomes. Nous, on en a que 23. Voilà, il y a des génomes plus compliqués que d'autres. Mais voilà, Atlassier arrive à un stade de maturité qui permet quand même de voir qu'on peut arriver à séquencer des centaines, peut-être d'ici la fin de l'année 2026, et puis après des milliers de génomes, et donc d'atteindre nos objectifs. Et on essaye aussi d'établir des collaborations entre les projets dans le monde qui s'intéressent à la génomique marine, parce que l'océan est énorme et il y a beaucoup de biodiversité à séquencer. Voilà. Je vous remercie. Ça, c'est toute l'équipe Atlassier, ou une grande partie de l'équipe Atlassier, lors de l'Assemblée Générale qui a eu lieu en octobre 2025. Merci. Si vous avez des questions, je serai ravi de répondre. Merci. Avec tout ce que la métagénomique va rassembler d'échantillons de par les mers du monde, vous allez manquer très vite de taxonomistes. Est-ce que toutes ces données ne risquent pas de rester en mégabits dans des ordinateurs, dans des mémoires? Et au sujet des génomes, il y a des... Enfin, je suis plus spécialisé en espèces végétales, mais il y a des génomes très semblables pour des espèces qui très très différentes. Par exemple, on lit dans la littérature que la fleur de lotus et le séquoia sont quasiment identiques au niveau génomique. Donc, faire des approches, ça peut être très difficile. Qu'en pensez-vous? Alors, c'est vrai, sur la première partie de votre question, sur les taxonomistes, c'est vrai que pour le Muséum national d'histoire naturelle qui coordonne ces activités d'échantillonnage, ils ont une base de données de taxonomistes auxquels ils font appel, et c'est vrai que de plus en plus, ce sont des personnes qui sont même plus en activité, ce sont des personnes qui sont à la retraite, des spécialistes de leur domaine, et on voit bien que c'est une population de chercheurs qui n'est pas renouvelée par les formations qui existent aujourd'hui à l'université. Donc ça, c'est un vrai problème. Voilà, on a encore beaucoup de taxonomistes à qui on peut faire appel, mais si on refait le projet dans 20 ans ou dans 30 ans, je pense que le problème sera très aigu. Alors, il y a la morphologie, effectivement, qui permet d'identifier les espèces et de les comparer aux spécimens types qui sont dans les collections du muséum et de s'assurer qu'on parle bien de la même espèce. Mais à un moment donné, grâce au séquençage aussi, on peut avoir accès à une signature génétique qui est unique à l'espèce. Et donc, il y a une complémentarité entre l'information génétique et la formation morphologique pour différencier les espèces. Et voilà, il y a à un moment donné peut-être aussi une transition qui va se faire, où on va faire de plus en plus appel à la signature génétique pour identifier les espèces. On n'y est pas encore, heureusement, on a encore des taxonomistes qui peuvent nous aider. Et la deuxième partie de votre question, c'est en fait, tout est dans le mot similaire. C'est-à-dire qu'on voit effectivement les deux facettes du problème. On a des espèces qui sont identiques au niveau morphologique, mais qui ont des génomes différents. Et donc, grâce à la génétique, on peut séparer l'espèce, mais en fait, on s'aperçoit qu'elles sont génétiquement complètement isolées, elles ne peuvent pas se reproduire entre elles, même si ce sont des espèces qui ont la même morphologie. Et puis, il y a le cas que vous décrivez, où on a des espèces morphologiquement différentes, mais qui ont des génomes très similaires. Alors, ils sont quand même différents, même s'ils sont très similaires. Donc, là, tout est dans la différence. Et c'est ça qui est très intéressant, souvent, c'est de voir les petites différences qui permettent d'avoir d'énormes conséquences morphologiques. D'autres questions ?
Merci beaucoup, c'est vraiment très intéressant. Et je voulais savoir, on a vu les plongeurs faire des prélèvements, est-ce qu'ils font systématiquement des photos in situ? Ce qu'on ne peut pas faire avec le dragage, mais l'environnement et de l'espèce que l'on prélève, c'est aussi très important, j'imagine que c'est fait systématiquement. Alors, ça dépend des espèces. C'est important en particulier pour les éponges. C'est pour ça que les plongeurs que vous avez vus, qui étaient plus spécialisés sur les éponges, vous avez peut-être vu des caméras, des appareils photographiques assez importants pour prendre une photo de l'éponge avant qu'elle soit prélevée. Mais après, pour un mollusque ou pour un crustacé, c'est peut-être moins important d'avoir cette information. Oui, c'est ça. Merci d'abord pour la... Je pense que j'en ai pas besoin. Merci pour la présentation. J'ai une question par rapport à... Vous avez abordé la question de la génomique, mais il y a plein de sciences en I, la transcriptomique, la protéomique, la métabolomique. Est-ce qu'il y a des projets similaires sur ce type d'approche? C'est-à-dire essayer de faire le lien entre l'approche génomique avec, par exemple, j'ai vu passer du RNA sec dans vos diapos, donc je suppose qu'il y a aussi un volet transcriptomique. Et à partir de toutes ces données, comment vous allez pouvoir en sortir la substantifique moelle, c'est-à-dire, parce que vous parliez par exemple de génome de dinoflagellés, où l'immense majorité de l'ADN est de l'ADN répété. Comment s'intéresser à la partie codante qui, enfin, en tout cas chez l'homme, c'est quelques pourcents du génome, et j'imagine que dans les espèces que vous analysez, il y a aussi extrêmement peu de gènes codants pour des protéines. Donc c'est vrai que la partie transcriptomique, elle est essentielle, j'en ai pas beaucoup parlé, mais c'est vrai que quand on prélève un tissu, une des raisons pour le prélever et le congeler immédiatement à très très basse température, c'est de préserver l'ADN et l'ARN. L'ARN est une molécule très fragile qui se dégrade très vite. Et donc l'ARN, quand on va le séquencer, c'est une autre molécule d'acide nucléique qui en fait est le résultat de la lecture par la cellule des gènes. Et quand on va séquencer ces ARN, ensuite, ça va nous permettre d'identifier justement les gènes en comparant la séquence des ARN avec la séquence du génome. Donc ça, c'est une opération qui est vraiment cruciale pour trouver cette fameuse substantifique moelle. Alors c'est une partie de l'information génétique, les gènes. Après, il y a toutes les séquences qui vont réguler l'expression des gènes, qui vont permettre au chromosome de se conformer en 3 dimensions dans le noyau. Il y a toutes sortes de molécules intéressantes et utiles pour la biologie du génome qu'on va essayer de découvrir. Mais cette partie d'analyse de l'information, elle est très difficile à mener systématiquement sur toutes les espèces, parce que là on met en place des batteries d'expériences à la paillasse qui sont coûteuses, laborieuses. Le séquençage des ARN, on peut le systématiser quand même, parce que c'est quelque chose qui est bien mis en place. Mais toute la partie protéomique, par exemple, c'est très très beau. Alors on va le faire sur des cas spéciaux, comme pour les voies métaboliques qui mènent à des molécules d'intérêt. Là, le consortium qu'on a créé, il y a des gens spécialisés en déjà annotation automatique des fonctions des protéines basées sur la structure tridimensionnelle. La structure tridimensionnelle des protéines nous donne beaucoup d'informations sur la fonction de la protéine. Et puis, on va aussi détecter les interactions entre protéines. Tout ça avec un lien sur les voies métaboliques. Donc, on va essayer de le faire sur des cas ciblés pour des applications. Oui. Juste en un mot, est-ce que vous pourriez comparer espèce végétale et espèce marine, degré d'avancement, très grossièrement? Alors, en termes d'aboutissement de ces recherches ou de mise en pratique? Alors, espèce végétale. Céréales, par exemple Alors, les espèces végétales ont un peu de retard par rapport aux métazoaires, aux animaux. Alors, pas celles d'intérêt pour l'agriculture, parce que là, évidemment, ça fait longtemps que le maïs, le blé, le colza, tout ça sont séquencés. Après, maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on essaie de faire ce qu'on appelle des pangénomes. Donc, on a séquencé un représentant de l'espèce, mais maintenant, on va séquencer des variétés importantes pour l'agriculture, pour essayer de trouver les différences qui font que certaines poussent mieux, sont plus résistantes à
la sécheresse, etc. Mais oui, c'est plus compliqué. Les génomes de plantes ont cette particularité qu'ils aiment bien se dupliquer. Et ça, c'est un problème dans le séquençage des génomes, parce qu'on a 2 fois la copie de tous les chromosomes. Parfois, ils sont très similaires. Dans le colza, il contient 3 copies. Le blé contient apparemment 3 copies d'un génome ancestral il n'y a pas très longtemps. Donc, ça veut dire que c'est assez compliqué de séparer les différentes molécules de chromosomes. Et comparer le nombre de génomes de plantes en général qui ont été séquencés par rapport aux espèces marines, je ne suis